Bonsoir à tous, bonjour, bienvenue dans Broadcast Time, le rendez-vous du monde de la production, de la post-production, des nouveaux médias notamment. Salut Erwan. Salut Benjamin, comment ça va? Ça va très très bien, ravi de te retrouver pour ce nouveau numéro avec un ami de la maison, Stéphane Faudeux. Salut Stéphane. Bonjour à vous deux. Alors éditeur de presse, MediaQuest, Sonovision et désormais aussi organisateur du Satis, le salon des technologies de l'image et du son qui est devenu beaucoup plus que ça, on va en parler avec toi évidemment. Et puis le Satis c'est dans quelques jours, puisque ça démarre le 6 novembre au Dock de Paris, c'est juste au nord de Paris, entre Paris et le Stade de France, en gros, pour faire simple. Bienvenue Stéphane dans cette émission que tu connais bien, parce que tu en as longtemps été le partenaire. D'abord, première question très générale, comment ça va? Ça va bien, écoute. On se plaint pas. Ouais. Un petit peu sous l'eau, mais voilà, il faut un masque et un tuba et on s'en sort. Alors le Satis, c'est un salon qui avait tendance plutôt à aller moins bien qu'avant ces dernières années, que tu as repris. Explique-nous d'abord ce qui t'a poussé à avoir envie d'organiser, de récupérer ce salon que tu gères pour la deuxième année. Oui, pour l'histoire, c'est la 36e édition du salon, 35 ans. Ouais. Et nous, ça sera la deuxième. Alors, qu'est-ce qui a poussé à la fois, nous, c'est toujours des défis qu'on aime relever. On avait créé un journal MediaQuest au moment de la crise publicitaire en lançant du papier. On a repris un magazine 3 ans après. Tout le monde te disait, vous êtes fous. Voilà, on a repris Sonovision qui n'allait pas très très bien et on l'a changé complètement la ligne éditoriale. Et aujourd'hui, le journal marche bien, avec un axe plutôt sur la communication corporate, l'audiovisuel. Et pourquoi le Satis? Alors, on travaillait avec les organisateurs précédents sur le cycle des conférences. Donc, on avait déjà, je dirais... Tu avais un pied dans le salon, une bonne connaissance du salon. C'est vrai que le salon a connu un âge d'or dans les années 2000. Après, pour X raisons, concentration du marché, aussi arrivée du numérique, de nouveaux acteurs, il a été fragilisé. Nous, on avait créé notre événement qui s'appelait Screen for All, qui était plutôt un format de mini-congrès, on va dire, puisque c'était des conférences, beaucoup, une toute petite partie d'expo qu'on appelait plutôt la démo zone, et avec un axe sur la réalité virtuelle, vidéo 360. Qui avait lieu, presque en même temps, c'est ça. Qui avait lieu un mois avant le Satis, qui était début octobre. Et puis, RID, pour des raisons économiques, le salon, c'est vrai, perdait de l'argent, avait voulu s'en séparer. RID, c'est RID Exposition. Voilà, RID Exposition, qui était l'ancien propriétaire. Et donc, on s'est mis sur les rangs et on a repris le salon. Et donc, on a fusionné les noms Satis et Screen for All. Le nom générique, on va dire un peu paquebot, ça reste Satis. Ouais. Et Screen for All, on le conserve parce qu'on a une zone dans le salon qui est un peu aujourd'hui de labo innovation, où on accueille des startups. Et c'est sous l'égide et sous la marque de Screen for All que ces startups, ces petites entreprises peuvent se développer. Bon, Erwan, toi, le Satis, c'est un salon que tu connais bien parce que... Ouais. 97, 98, mon premier Satis. Ton premier, c'est ça. Bon, tu y étais en tant que exposant de cérémonie. J'étais exposant au départ ça. à l'époque de Discrete. J'ai été après exposant aussi au nom de Yakakak. On avait un théâtre et un stand communautaire, on va dire, mutualisé avec des partenaires. Et puis cette année, conférencier, modérateur sur 2 conférences, le mardi et le mercredi. Bon, on va en reparler évidemment des conférences dans la deuxième partie de ce Broadcast Time pour vous donner envie d'aller au Dock de Paris 6-7 novembre. Watch y sera évidemment, parce qu'on est partenaire média du Satis. On est très heureux d'ailleurs d'être associé à l'événement, Stéphane. Alors, fais-nous un petit peu rêver. Je sais à quel point c'est compliqué de récupérer comme ça un événement qui était en perte de vitesse, qui l'année dernière a quand même généré, je trouve, un bon buzz pour cette première édition avec vous. Tout à fait. Comment ça s'est passé depuis un an, depuis cette première nouvelle édition ? Alors depuis un an, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, alors déjà, il y avait un vrai marathon l'année dernière. C'était pas un marathon, c'était une course rapide, parce qu'en 4 mois, on a monté le salon, en fait. Entre le moment où on a signé les accords définitifs avec l'ancien propriétaire et le salon, il y a eu 4 mois.
C'est dingue, voilà. C'est rien. Cette année, on avait un peu plus de temps, mais en fait, on s'aperçoit que c'est pas parce qu'on a plus de temps que le salon s'organise plus sereinement. Plus tôt. Ouais, c'est les exposants. Le salon, il marche sur trois pieds, on peut dire. Il y a une partie expo, une partie conférence, et une partie animation dont on pourra parler. Sur la partie expo, les exposants, c'est vrai, prennent leur temps pour les décisions, pour choisir leur stand, pour valider. Et là, on est à quelques jours, je veux dire 2 semaines, un peu moins du salon, et on entend encore quelques réponses pour vraiment tout boucler. Donc ça prend du temps. Ce qui est intéressant malgré tout, c'est qu'on va avoir une représentation, je pense, encore plus importante que l'année dernière en termes de marque. On avait des gros distributeurs présents, il y en a un de moins cette année, mais du coup, les marques viennent en direct. Ce qui est mieux pour vous. Ce qui est mieux. Ouais. Ce qui est mieux, c'est le retour par exemple de Panasonic, qui doit faire 5 ans qu'il n'a pas fait le salon. On a Sony qui a un beau stand, on a JVC qui n'était pas là non plus sur les années précédentes, Nikon qui est présent aussi, je parle là de la partie production, mais aussi sur le... Enfin, j'encourage... tes spectateurs, auditeurs, internautes, etc., aller sur le site où ils pourront avoir la liste de tous les exposants et partenaires. Ça fera à peu près 150 entre les exposants et les partenaires, à peu près 150 noms, ce qui est plutôt bien. Le broadcast et l'audio sont très très bien représentés. Pareil, le retour du broadcast sur des produits qu'on n'avait pas l'habitude de voir sur le salon. Donc voilà, si on est aujourd'hui client, prospect, qu'on cherche des solutions, de la production jusqu'à la diffusion des contenus, on trouve tout sur le Satis. Et c'est ce qui est important. Parce que les dernières années, c'est vrai que le Satis manquait un peu, justement, de représentativité. Ouais. Il y avait des gros stands, un peu théâtre. Alors c'est sûr qu'en termes commerciaux, ça fait de la vente de mètres carrés. On a plus ces gros espaces, mais on a plus des espaces aujourd'hui d'une moyenne de 20-25 mètres carrés, mais qui donnent plus de marques. Et nous, notre enjeu aussi, c'est la partie communication visuelle, les écrans, la vidéoprojection. On a essayé d'amorcer ça cette année. Il y a encore beaucoup de travail à faire pour l'année prochaine, mais on a aussi des exposants qui sont présents pour montrer des écrans LED, pour montrer des choses même autour de la 8K. Donc on est ravis, mais c'est jamais simple. Erwan, toi qui as été exposant, qui donc a quasiment 20 ans d'ancienneté sur le Satis, comment est-ce que tu as vu cette évolution et notamment le virage pris que Stéphane a commencé à prendre l'année dernière? Moi je suis arrivé au pic en fait, je pense, avant 2000 et après 2000, et après j'ai vu l'érosion justement à l'époque de Yakakak, où globalement à la fin on était les seuls à faire des démonstrations, à avoir un théâtre, et ce qui était beaucoup demandé en fait par le public aussi, parce que les gens veulent voir en action, veulent voir des démonstrations, et là-dessus je trouve que les éditeurs ont un peu lâché ce côté-là, parce qu'il y a internet, parce que voilà, ils pensent qu'en mettant une vidéo sur le net, on va pouvoir promouvoir les fonctionnalités, ce qui n'est pas obligatoirement le cas, parce que les gens qui viennent sur un salon comme le Satis viennent pour de l'information. On a besoin de voir la caméra, on a besoin de voir le logiciel, on a besoin de poser des questions. C'est vraiment un endroit où on doit se concentrer de connaissances, et je trouve dommage que des grosses sociétés, des constructeurs, des éditeurs se relâchent en fait, suite à, on va dire, après Apple, quand Apple a abandonné, plus ou moins, parce qu'Apple a abandonné au niveau du nom, mais globalement ils étaient là derrière sur les salons, ils étaient toujours présents. Tu penses à Apple Expo et au Macworld oui, mais même sur tous les salons en fait, il y avait toujours un stand au Satis, il y avait un stand Apple. Je me rappelle, j'étais démonstrateur sur ce stand là où il y avait une grosse marque, les gens venaient, on posait des questions, il y avait des gens qui étaient très précis sur n'importe quel logiciel, mais derrière, après Apple a continué, même si le nom Apple était interdit de prononcer sur les salons, ils mettaient du monde, ils nous ont soutenu Yakaka, qui soutenait d'autres solutions. Et maintenant, c'est plus trop ça. C'est-à-dire que maintenant, c'est vraiment, on communique sur le net et on oublie complètement ce lien que les gens peuvent avoir de personnes, de public à exposants. Et je trouve ça un peu dommage. Et heureusement, maintenant, il y a pas mal de conférences aussi. On en parlera un petit peu plus tard. Et ça permet aussi de communiquer avec les gens, d'exprimer, de partager des connaissances via ces conférences.
Stéphane, tu disais justement que le travail de reconquête, il avait commencé à porter des fruits. C'est vraiment top que des marques comme Pana, JVC, Nikon, c'est un retour aussi. Oui, Nikon, c'est un retour. C'est un retour. Reviennent. Typiquement à Apple. On ne parle pas des sujets qui font un peu mal. Ça aurait pu, mais c'est ce qu'évoque exactement Erwan. Ce qu'il faut dire qu'il y a des marques qui ne jouent pas assez le jeu, peut-être. On peut le dire. On parle d'Apple, mais il y en a d'autres, on va pas les citer. C'est vrai que le travail qu'a fait Erwan avec YaKaKak permettait de montrer des choses. Là, on va les montrer différemment. C'est surtout, alors il n'y aura pas les mains, le hands-on ou des salles, des classrooms. Ouais. Ça, c'est pas possible. On aurait bien aimé, mais c'est pas possible. Donc, c'est vraiment la partie conférence qui va être un élément important. Et je pense modestement que cette année, on se le dit souvent, mais on a un programme qui est peut-être le plus beau jamais abouti en termes de diversité et de sujets. C'est-à-dire qu'on va vraiment parler sur des sujets très pointus, comme évolution de la norme SMPTE 2110, mais aussi filmé dans des conditions extrêmes, qu'est-ce que c'est que le HDR. Donc s'adresser à la fois, il ne faut pas oublier les nouveaux entrants. On est la France, quoi. Donc on a un salon local, on a un salon francophone, et d'ailleurs on va avoir ce qu'il en est, on a un nombre d'inscrits qui pour moi est phénoménal, de pays francophones, notamment d'Afrique, comme il n'y a jamais eu. Alors, est-ce qu'ils vont venir? Je ne le sais pas, mais en termes d'inscription, c'est vraiment plus de 10%. 10% du total? Oui, du total. Ouais, du total. Ouais, ce qui est beaucoup. Ouais. Habituellement, c'était 2%. Et tu penses que ça, c'est lié directement aux conférences? Je pense que c'est lié aux conférences, c'est lié aussi à il y a aussi de la géopolitique, faut pas aller plus loin que ça, mais ça nous aide aussi. Il y a beaucoup de pays aussi francophones frontaliers qui seront présents, à la fois sur le broadcast, à la fois sur la communication, sur des grands noms, des grandes marques présente. Et pour reboucler, où on en reparlera tout à l'heure sur les confs, le programme est vraiment, je pense, va séduire tout le monde. On a 6 salles en même temps, on n'a jamais fait ça. On a 6 salles et 2 ateliers. Comment on fait quand on vient seul? Il faut se couper en 6? Non, parce que, alors déjà, il n'y a pas trop de cannibalisme entre chaque conférence. C'est-à-dire qu'il y a toujours sur un créneau, une conf sur l'audio, il va y en avoir une sur la VR, il y en a une qui va être plutôt sur la production légère, une plus sur le broadcast, une plus sur vraiment les choses en développement comme la blockchain. On a une journée, la première journée qui est dédiée aussi, on a une salle dédiée à tout ce qui est le piratage et la protection des contenus. C'est un sujet important pour les producteurs. Et tout ça, tout ce dispositif va être filmé aussi. Donc les 6 salles seront filmées et disponibles peut-être un mois après, en VOD sur le site du Satis. Donc celui qui ne peut pas tout voir... Gratuitement. Ouais, ça c'est top ça. Il faut rappeler que le salon est gratuit. L'entrée est gratuite. Donc celui qui ne peut pas se déplacer, il faut qu'il vienne parce qu'il aura des choses à voir sur l'expo et c'est bien aussi d'aller rencontrer les speakers à la fin d'une conférence. Bien sûr. Mais voilà, celui qui loupe des choses pourra avoir accès aussi à ce contenu. Et les contenus marchent très très bien. On n'est pas sur des millions de vues, restons modestes, mais c'est des milliers de vues sur chacune des conférences. Et c'est des sujets très pointus, mais qui sont... mais qui permettent de donner aussi une vision de l'intelligence par rapport aux différents marchés. Tu le rappelais, le Satis, c'est un salon gratuit. C'est qui la cible du Satis? Qui sont les gens qui venaient dans le passé? Et peut-être, est-ce que c'est les mêmes qui vont venir cette année? Alors, l'année dernière, déjà, il y a une chose qui était assez intéressante, c'est qu'on a rajeuni le visitorat. Le mélange, la fusion de Screen for All et du Satis. Le Satis était grosso modo une moyenne d'âge autour de 50 ans. Et Screen for All était plutôt une moyenne d'âge de 35 ans. Alors, voilà, il y en a qui se plaignent aussi s'il y a des étudiants. Moi, je trouve que l'étudiant est important aussi. Pourquoi ils s'en plaignent? Parce que ça prend du temps, parce que ils n'achètent pas tout de suite. Ils n'achètent pas tout de suite. Mais les étudiants qu'on a, moi je vois, je suis un peu comme sur une tour de contrôle, je vois tous les gens qui s'inscrivent en fait. Alors je ne vais pas tous les voir, les fiches de chacun, mais j'ai une vision comme ça assez large. Et les étudiants qui s'inscrivent, ce sont des étudiants en cinéma, en audiovisuel. Donc quelque part, ils auront dans 1 an ou dans 2 ans, ils seront prescripteurs. Ils auront besoin de ce matériel. Donc on n'a pas des collégiens ni des lycéens sur notre visitorat. Alors pour revenir sur le profil, on a vraiment de tout. À la fois, tu as des patrons, des décideurs, des prescripteurs qui représentent 65% du visitorat. C'est énorme.
On a, et là aussi, je vois qu'il y a beaucoup de gens de province. Les France 3 qui reviennent aussi, qui n'étaient pas forcément là les autres années. Là, ils sont inscrits. Les régions, tu veux dire? Les régions, ouais, tout à fait. Les France Télévisions Régions. Donc, du broadcast, de la chaîne de télé, de la production, mais aussi beaucoup des univers de la communication et du corporate. Ça peut être un producteur indépendant à Béziers, mais aussi ça peut être le responsable de l'audiovisuel de Peugeot, ou dans du luxe de LVMH qui s'est inscrit, ou la ville de Genève, ou enfin voilà, on a cette, en fait, toutes les personnes qui aujourd'hui ont besoin d'images animées dans leur communication, dans leur production, dans de la promotion, peuvent venir sur le salon pour y voir, pour y trouver des outils et des services. Alors il y a quelques semaines, on était au même moment évidemment à Amsterdam à l'IBC. Est-ce qu'il y a une forme de concurrence entre l'IBC et le Satis, ou est-ce que les deux sont complémentaires? Non, on n'est absolument pas concurrents. Un jour peut-être. Non, même pas. Nous, franchement, on vise les francophones et on essaie d'avoir un plateau le plus représentatif. Mais ils sont très nombreux à aller à l'IBC. Alors, quel intérêt de venir au Satis 2 mois après? C'est pas le même visitorat. C'est-à-dire que sur IBC, je dirais que c'est le premier cercle. Tu vas avoir, et même ce premier cercle, c'est très très érodé, pour avoir, enfin, si on parle du NAB, où c'est encore, alors ça s'est érodé, et même sur un IBC, là où il y avait 15-20 personnes, par exemple, d'une société, on va parler toujours l'exemple de la chaîne de télévision, qui a un gros prescripteur, un gros consommateur et client, ils sont passés de 15 à 4, voire à 2, voire pas du tout, à l'IBC. Nous, certains de ces prescripteurs sont sur le salon, alors tous les directeurs techniques viennent, mais en même temps, ils ont les responsables d'exploitation, ils ont les gens qui mettent les mains dans les machines et qui sont des prescripteurs. Si demain on leur impose, tiens, on a vu tel produit à IBC, et si derrière l'utilisateur dit ah non, moi je peux pas, c'est pas possible, il a son mot à dire aussi. Et donc ces gens-là ont un poids, une importance, et c'est ce que disait Erwan, ils peuvent là manipuler, toucher les produits en situation, rencontrer les fournisseurs. Chose que sur un IBC, tu n'as même pas vraiment le temps. Les rendez-vous sont pris par avance, les gens n'ont pas le temps. Et IBC, c'est un peu érodé aussi cette année. C'est la première fois, depuis que je le fais, où ils n'ont pas annoncé le nombre de visiteurs sur le salon. Donc ces gros paquebots sont aussi fragiles. Nous, on est un petit rebord, quoi. Donc, et c'est la difficulté, c'est de sentir aussi on met le doigt au vent, où sont les marchés, qu'est-ce qui marche pas, où est-ce qu'on peut aller sur les sujets, et on donne un coup de volant et on y va. Quand tu t'appelles IBC ou le NAB, le temps de tourner le volant, si tu as l'iceberg qui est pas très loin, c'est beaucoup plus fragile. Donc on n'a pas du tout la puissance de tir. Sur un IBC, ils sont 60 personnes pour les conférences, nous on doit être 5. Donc on joue pas dans la même cour. Et on n'a même pas envie d'y jouer. Nous, on apporte une solution, on apporte un plateau, on est à la fois un rendez-vous business, un rendez-vous où les utilisateurs peuvent rencontrer leurs fournisseurs, en découvrir de nouveaux, pratiquer comme ils le peuvent, assister aux conférences. Et je pense que pour le marché français, c'est déjà très très bien. Justement, tu disais que, en ce qui concerne l'expo et donc les stands, tous décidaient parfois très tard. Est-ce qu'il peut encore y avoir des signatures dans les 6, 7 jours, 8 jours qui restent? 8 jours, non. Parce qu'après, on est dans l'ère du numérique, mais il y a des choses qui, malheureusement ou heureusement, les décisions doivent être prises maintenant. Bien sûr. Par exemple, juste imprimer une bâche où il y a tous les logos. Il faut le temps de l'impression, le temps de la maquette, et tu n'imprimes pas une bâche de 25 mètres carrés en 2 heures. Quoi. Bien sûr. Ou même un stand, il faut, nous on travaille avec notre régisseur technique, on doit passer les commandes sur les stands, les moquettes, des choses qui sont très pratico-pratiques. Donc non, je dirais on peut avoir là encore dans les 2 jours qui viennent quelques exposants de dernière minute. Ça arrive, hein. IBC a été plutôt intéressant pour nous. On a, je pense, signé une dizaine de contrats sur place sur des boîtes qu'on n'avait pas forcément imaginées et qui nous ont confirmé leur intérêt. Voilà, c'est un événement, c'est un salon cette deuxième édition est aussi importante. Enfin, tous les salons et toutes les éditions sont importantes, mais elle va être à la fois complémentaire de la première. Il y a toujours ceux qui sont en attente de se dire qu'est-ce que je fais sur je me pose des questions. Il faut donc réussir sur celui-ci pour pouvoir bâtir. Pour moi, l'édition 1, c'était vraiment j'arrête l'hémorragie, quoi. Je mets le garrot.
Et là, maintenant, la cicatrisation doit avoir lieu et on reprend sur 2019, on est en reconquête. Pour le moment, il fallait arrêter cette hémorragie. Le Visitora était là l'année dernière, je pense qu'il sera là cette année aussi. Et le Visitora de l'année dernière était très content. Ouais, c'est vrai. Et on a quand même eu, en termes de marques, enfin même de visiteurs de sociétés qui ont visité, c'était 5000 entreprises l'année dernière. C'est plus, c'est 8000, 9000 visiteurs en termes d'entreprises. Et là, on est bien parti pour en avoir plus. Et vraiment des noms prestigieux. Donc, il y a certains exposants, des fois, qui disent « Oui, mais j'ai vu personne ». Alors là, c'est pas possible. je peux te sortir la liste. Et ils étaient là sur le salon. Ils sont peut-être allés voir tes concurrents, mais ils étaient là. Donc, fais aussi ton travail en amont. Parce qu'un salon, ça se prépare aussi du côté des exposants. On ne peut plus, en 2018, dire j'arrive, je déplie mon kakémono, je me mets les doigts sur le ventre et je tourne les pouces en attendant que le client vienne. Ça ne marche pas. Et c'est sûr que ça sera toujours déceptif. Ça se fait comme une opération marketing, on envoie des emails, on prend des rendez-vous avec ses clients, avec ses prospects, on prépare son salon. Si on dépense quelques milliers ou dizaines de milliers d'euros, ça doit se préparer. Bien sûr, vous êtes prévenus. Hein. il faut le préparer. Il faut le préparer pour être à la hauteur des enjeux du salon. Erwan, alors toi tu vas être sur place en tant que conférencier, alors dis-nous, et puis on va parler des conférences avec toi Stéphane. De quoi vas-tu je vais modérer nous parler deux conférences. La première va être sur le HDR. On va essayer de démystifier un petit peu le HDR de la production, c'est-à-dire du tournage à la post-production et au finishing. Donc expliquer un petit peu qu'est-ce que le HDR et qu'est-ce que ça implique vraiment au niveau de la production, de la post-production. Et puis une deuxième conférence sur les outils intégrés, sur les flux de production, comment maintenant on va manager un Adobe Premiere Pro, un Final Cut ou bien un DaVinci Resolve, et quels sont les outils qu'on va pouvoir soit utiliser en interne mais aussi en externe. Donc il y a des sociétés qui développent des outils pour automatiser certaines tâches avec ces outils-là, en fait grand public, et ça permet de devenir un outil professionnel broadcast pour les chaînes de télé. Donc ça va être un petit peu ça que je vais couvrir. Donc ça c'est deux des confs. Il y en a combien dans ton programme, Stéphane? En tout, écoute, je crois que entre les conférences, les ateliers et ce qu'on appelle nous les ateliers exposants, c'est-à-dire que là ce sont des exposants qui payent un créneau pour présenter une technologie, pour présenter un service. On va être dans à peu près 60. Il y en aura 60 en tout. Sur les 2 jours, répartis sur les 2 jours? Sur les 2 jours, et je pense que ça va être c'est 60%, 65% le premier jour. Parce que le premier jour est une grosse journée, on a une nocturne. Donc le salon ouvre à 9h30, les confs commencent à 10h30, et le salon fermera à 21h. Et les confs s'arrêteront à 19h30. La seconde journée, les confs commencent à 10h30 et on finit le salon à 18h. D'accord. Donc c'est assez dense. Je peux pas tout citer, donc je préparais. On va renvoyer sur le site. Alors on a les conférences, je dirais pratiques comme l'expliquait Erwan. On en a quelques-unes. J'évoquais tout à l'heure filmer dans des conditions extrêmes. Ça peut être aussi captation live et grands capteurs. L'utilisation des grands capteurs dans le live. C'est marrant de voir les caméras cinéma qui sont détournées en fait de leur usage pour aller beaucoup sur du défilé de mode ou sur certains concerts. On va avoir les femmes et les métiers de l'audio, un sujet qui est assez intéressant parce que c'est... les femmes et les métiers de l'audio. Exactement. Donc on a voulu aussi, nous, avoir cette diversité dans nos confs. Et j'ai hâte de voir cette conférence. Qu'est-ce qu'on a? Des choses sur la VR, sur comment produire une fiction en réalité augmentée, se former à la VR, les play-out, les mélangeurs dans le cloud, et puis quelques confs qui sont aussi un peu médiatisés. On aura les effets spéciaux de Game of Thrones, du dernier épisode de la saison 7 sur la destruction du mur. Excellent. Donc fait par Rodeo FX, qui est une société canadienne. On va avoir la présentation du Bureau des légendes de la saison 4 qui commence là. Qui vient de démarrer sur Canal+. On aura le producteur, le directeur de la production, la post-production et le chef opérateur. Le making-of du film de Michel Oslo, d'Ilili à Paris. Une grosse conf sur le e-sport. Je dis gros parce qu'il y a un nombre d'intervenants incroyable. C'est avec une thématique qui est le e-sport et les JO.
comment ou non l'e-sport sera décrété comme une compétition, comme un sport olympique. On en parle pour 2020, mais la France aimerait qu'en 2024, ça soit aussi pris en compte. Donc ça va être une très belle conf. Et puis sur des sujets plus pointus, transport vidéo sur les réseaux IP, ou la journée sur la sécurité, avec à la fois, on sera des tables rondes et des ateliers pour faire un état des lieux et quels sont les outils ou les services pour justement répondre à ces problématiques. Deux choses aussi qui ne sont pas dans les conférences mais qui sont dans le dispositif global. On a le festival 360, qui est donc le 360 Film Festival. On n'a jamais reçu autant de films, alors que pourtant la VR est un peu fragilisée en ce moment. On a reçu 130 contenus du monde entier. Et on a un président qui s'appelle Yann Kounen, président du jury. Rien que ça. Et les trophées aussi, donc les exposants peuvent mettre en compétition des trophées, des produits, avec alors là on fera une remise de prix sur le salon, pas avec une soirée, on remettra les trophées dès le premier jour. Et là aussi on a, je pense, 25% de produits en plus par rapport à l'année dernière. Donc voilà, il faut aller voter sur le site du Satis. On a un vote public et un vote des journalistes sur les trophées. On rappelle l'adresse du site ? satis-expo.com. Voilà. On voulait dire un mot aussi des animations. Est-ce que ça en fait partie ou est-ce que c'est encore autre chose ? Alors ça en fait partie. Il y a une animation qui est celle aussi que feront les animations que feront les exposants sur la nocturne. Et on va remettre un trophée d'honneur dans la catégorie des trophées. Alors une personne qui n'est pas forcément médiatiquement très connue, mais il s'appelle Francis Tellier, c'est le créateur de HBS, qui HBS en fait est le bras armé entre autres de la FIFA pour tout ce qui est mise en place technique lors de la Coupe du Monde par exemple. Et Francis avait donc créé HBS. Et on a décidé de lui remettre un prix parce que c'est justement un mélange, ça répond tout à fait à notre besoin, les innovations au service de la création. Le sport, on a beaucoup d'ailleurs de sujets autour du sport aussi, il y a beaucoup de technologies, ça reste de la production à valeur ajoutée, avec aujourd'hui de la réalité virtuelle, de la réalité augmentée, de la data, du 4K, de l'UHD, et Francis a été un de ceux qui a pu développer ça et mis ça en place. Donc ça, plus le festival, plus les trophées, plus tout un tas. En 2 jours, ça fait quand même un sacré programme. Hein. Oui, c'est dense. Il faut prendre une chambre d'hôtel à côté. C'est ça. et rester. Erwan, une dernière question pour Stéphane ? Non, est-ce que la partie internet, youtubeur et autres est mise en avant ? Est-ce qu'il y a quelque chose autour de ça, des conférences ? Purement sur les web TV. Alors oui, on a des sujets sur les web TV. Il y a des sujets. Je parlais de les conditions extrêmes, mais on fait une conférence autour du multicam, mais plutôt version aussi entrée de gamme. Voilà. On parle de smartphone versus liaison de contribution un peu plus puissante, 4G, 3G. Donc on n'a pas la conf pour les youtubeurs avec le nom YouTube dessus, mais on l'a dans plein de petits sujets en filigrane pour venir se nourrir. Qu'est-ce qu'on pourrait citer d'autre ? L'utilisation des drones dans le live, par exemple, ça c'est aussi un sujet qui est intéressant. On a pas mal d'exposants, on doit avoir 3 exposants autour des drones, mais avec des solutions intéressantes. On devrait avoir une captation en direct d'ailleurs d'un drone durant l'événement. On nous a fait les demandes d'autorisation, donc on va voir si tout ça aboutit. Et puis 2 sujets sur la blockchain. Et sur les nouvelles méthodes de financement aussi. Donc, et je pense que pourquoi pas les youtubeurs qui passent à la production peuvent aussi être intéressés par ces sujets. Super Stéphane, merci beaucoup d'être venu nous présenter ce Satis 2018 dans Broadcast Time sur Watch. On y sera évidemment nous Erwan, puisqu'on va tourner sur place et donc vous nous retrouverez aussi depuis les docks de Paris. Ce sera le 6 novembre justement pour la première de nos émissions depuis le Satis. Merci beaucoup Stéphane d'être venu sur le plateau. Nous on se retrouve la semaine prochaine justement au docks de Paris. Très bonne soirée, très bonne journée à tous sur Watch où les programmes continuent et abonnez-vous au podcast Apple Podcast, Google Podcast et un peu partout puisqu'on vient d'arriver sur Spotify. Salut à tous, ciao.